Alors normalement, on est bon. Si j'ai bien calculé et si j'ai bien compté, on est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse un petit peu le temps de vous connecter pour cette table ronde. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'être votre modératrice pour le temps de cet entretien. Alors aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur comment créer une relation de confiance avec ses enfants face à l'usage des réseaux sociaux. Donc, vous êtes les bienvenus, parents, enseignants, enfants même, pour en apprendre davantage sur les réseaux que vous utilisez au quotidien, pour essayer un petit peu de comprendre comment tout cela fonctionne. Donc, je vais vous présenter un petit peu la structure de cette table ronde afin que tout le monde puisse se sentir à l'aise pour prendre la parole quand bon lui semble. Donc, nous traiterons de différents sujets avec les deux intervenantes que je vais vous présenter juste après. Donc, nous aurons un petit peu 4 parties, dont en fait chaque partie vous permettra de poser quelques questions. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez des questions à les proposer dans le chat. Vos questions nous seront envoyées automatiquement pour qu'on puisse les retransmettre aux intervenantes en question. Et comme ça, en fait, on aura quand même un temps d'échange et un temps d'interaction qui sera pas seulement découpé avec nous qui parlons pendant des heures et vous après. Donc, on essaiera quand même de toujours créer du lien entre les interventions et vous. Alors, donc, je me présente, Juliette Monnier, enchantée. Donc, diplômée d'un master didactique de l'image à la Sorbonne Nouvelle. Je suis aujourd'hui que modératrice puisque vous verrez, vous comprendrez par mon parcours que les réseaux sociaux sont beaucoup moins ma spécialité. Moi, je travaille davantage sur la cinéphilie chez les enfants et la question du cinéma chez les tout-petits, notamment intéressée par la question des différences entre les pratiques et les liens intergénérationnels qu'on peut créer entre enfants et parents sur la question du cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec Villejuif durant cette année cinéma spéciale en fait organisée par le réseau des médiathèques et de vous proposer à vous et vos enfants différents ateliers d'éducation à l'image jusqu'au mois d'août. Donc, je vous laisse un petit peu regarder les actualités pour vous inscrire et inscrire vos enfants. Mais pour l'heure, je souhaiterais vous présenter les deux intervenantes du jour et spécialistes de la question des réseaux sociaux, à commencer par Mylène Froger, dont c'est l'anniversaire, donc je vous inviterai à lui souhaiter dans le chat. Je la laisse peut-être donner un signe un peu distinctif. Donc Mylène, diplômée d'un master didactique de l'image. Bonjour Mylène, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc diplômée d'un master didactique de l'image, production d'outils et art de la transmission à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Après une licence de cinéma audiovisuel, elle est notamment passionnée par les cultures numériques, le cinéma et l'éducation. Elle a travaillé sur un mémoire ayant pour sujet YouTube, un outil pédagogique, enseigner le cinéma et l'audiovisuel par l'analyse et la création de contenu audiovisuel. J'espère ne pas avoir écorché ton mémoire, très beau sujet. Elle s'est spécialisée sur la formation des enseignants et des personnels éducatifs autour de la question de l'utilisation du numérique à l'école. Vaste sujet, donc nous aurons peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui, et travaille actuellement comme coordinatrice jeunesse d'un centre Paris Anime et développe des ateliers liant cinéma et nouveaux médias numériques. Merci beaucoup Mylène. Et juste à côté, nous retrouvons Chérine. Donc Chérine Deraz, étudiante elle aussi en didactique de l'image, passionnée par la culture web. Merci Chérine. Elle rédige actuellement mémoire sur le traitement des menstruations dans les vidéos YouTube, spécialisée dans les nouveaux médias et le féminisme en ligne. Elle a également été bénévole au sein de l'association Les Internets, qui a pour but de valoriser, encourager et réunir les créatrices de contenu sur le web en occupant diverses fonctions clés. Elle est notamment, attention, je vous présente un couteau suisse aujourd'hui, vidéaste et photographe. Elle a en outre élaboré une série de vidéos pédagogiques sur le féminisme et je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne tout de suite, qui s'appelle Chi tout court. Voilà. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ces deux intervenantes. Nous aurons l'occasion un petit peu d'échanger avec elles jusqu'à 15h30. Et je vous laisse tout de suite avec les éléments clés pour pouvoir aborder ces questions-là. La parole est à vous. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc voilà, on le redit, Mylène Froger et Chérine Deraz. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde sur les réseaux sociaux et l'usage de ces réseaux sociaux par les enfants. Tout simplement, on va commencer. En fait, on va vous parler donc des différentes plateformes qui sont pas mal utilisées en ce moment par les jeunes. On parlera évidemment de vocabulaire, voilà, pour que vous ayez vraiment les clés
pour comprendre vraiment ce qui se joue en fait sur ces terrains-là et pour pouvoir aussi être en phase en fait avec les plus jeunes, enfin en tout cas les personnes qui utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir voilà tout comprendre. On va également parler des modes de consommation. Donc en fait il se trouve que on va dire à peu près chaque réseau social a un peu sa manière d'être consommé, si je puis dire. Donc on va aborder ça parce que en fait on regarde pas un live Twitch comme on va regarder des TikTok, voilà par exemple. On va décrypter ça tout à l'heure, il y a aucun problème. Donc on va parler de mode de consommation, d'économie d'attention également, et on aura aussi une bonne partie sur bah, voilà justement comment créer ce lien voilà, avec les plus jeunes sur leur gestion des réseaux sociaux, que ce soit comment ils les utilisent, qu'est-ce qu'ils y regardent, est-ce qu'il y a du contenu qu'ils peuvent apprendre, et donc voilà, c'est vraiment l'idée de vous donner plein de clés pour pouvoir avoir une relation épanouie en fait avec les jeunes par rapport aux réseaux sociaux. On a décidé de se focaliser sur 3 réseaux en particulier, à savoir Twitch, TikTok et YouTube, dans une optique de vous présenter les choses qui sont beaucoup consommées par 3 tranches d'âge en particulier. Alors, je vais dire à plusieurs reprises, diapo, tel numéro, c'est plus simple pour le live. Donc, on va tout de suite passer au diapo numéro 3, s'il vous plaît. Donc, dans ce diapo, ce qu'on observe, c'est que l'usage de ce type de réseaux sociaux est quand même majoritaire, pour les moins de 13 ans notamment, donc équivalent à 5e. On voit qu'il y a une consommation, donc ça c'est un graphique qui date de 2019, on voit qu'on est sur une consommation de réseaux sociaux qui est quand même assez importante, et notamment celui dont on va parler pas mal qui est sur le diapo, c'est celui de TikTok, donc c'est le 3e avec la petite clé, note de musique, c'est ça. Et du coup, vous voyez qu'il y a une grosse proportion et une légère augmentation de la consommation de ce réseau social entre 2018 et 2019. Et on va passer tout de suite au diapo suivant. Et là, on observe que pour les 15-24 ans, eh bien, les 3 réseaux dont on va vous parler, à savoir YouTube, qui est le premier avec le petit triangle rouge, TikTok qui est toujours le même, et vous voyez qu'il y a une grosse augmentation entre 2019 et 2020. On passe de 8% à 35% parce qu'il y a eu une vraie explosion durant le confinement de l'utilisation de ce réseau social. Et enfin Twitch qui est le tout dernier avec la petite bulle violette. Ces 3 réseaux qui sont très utilisés par les 15-24 ans, donc plutôt les adolescents. Mais on observe aussi une pratique de la part des préadolescents et même des enfants de ces réseaux qui est assez intéressante à analyser, d'en discuter et de vous présenter un petit peu comment tout cela fonctionne pour que vous ayez un petit peu plus les clés de qu'est-ce que font vos enfants sur Internet et en quoi est-ce que vous pouvez créer des liens entre votre consommation personnelle, la leur, et une consommation qui soit commune. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? C'est très bien. Ok, alors on va passer donc à la première partie, donc à la diapo suivante. On va vous parler des différences entre chaque plateforme. Donc les 3 qu'on a cités, donc Twitch, TikTok et YouTube. Donc sur la diapo suivante, on a tout d'abord Twitch. Je te laisse. Alors Twitch, c'est une plateforme d'émission en direct, on va dire, voilà, comme on regarderait un direct à la télé, tout simplement. C'est une plateforme qui a été lancée en 2011 et en fait à la base c'était conçu pour les jeux vidéo. Donc en fait on avait des joueurs et des joueuses qui jouaient à des jeux vidéo, et en fait ces gens-là avaient un public en fait pour les regarder jouer, pour interagir avec eux, en créant vraiment voilà du lien, de la proximité avec les personnes du coup qui gèrent ces lives, qu'on appelle des streamers et des streameuses. Donc le mot stream en fait c'est pour la diffusion en direct, c'est tout simplement le mot anglais pour dire ça. Et donc en fait ce qui est important en fait dans ces lives, dans ces émissions en direct, c'est voilà tout l'échange en fait auquel on a accès, parce qu'on peut directement parler avec les gens qu'on regarde, et en fait c'est une énorme plus-value par rapport à une émission qu'on regarderait à la télé. Et donc Twitch peu à peu s'est diversifié. En 2014 ça a été racheté par Amazon, et en fin de compte maintenant on trouve de tout sur Twitch. Donc il n'y a pas que du jeu vidéo, ça peut être
juste des sessions pour parler de tout et de rien. Ça peut être parler de cinéma, ça peut être parler de l'actualité, de politique. Il y a vraiment tous les sujets qui sont possibles et imaginables. Et donc, c'est une plateforme en fait qui apporte énormément parce qu'en fin de compte, on va regarder des émissions ou alors des bouts d'émissions un peu comme on laisserait parfois. Enfin, soit on regarde avec attention, mais comme les émissions durent en général quoi. 3 heures, quelque chose comme ça, voire plus, vraiment. C'est ça, il y a des lives de 10 heures. Voilà, il y a des lives de 10 heures, donc vraiment, il y a vraiment de tout. Et ben en fait, ça peut être très bien être très attentif pendant un temps, puis après on va faire quelque chose en même temps, on va peut-être cuisiner en même temps. D'ailleurs, il y a des lives de cuisine, voilà, où en fait on va avoir des gens sur les réseaux sociaux qui vont nous donner une liste de courses à acheter. Et ensuite, on se retrouve à la même heure et on va faire la recette tous ensemble et voilà, et on passe un bon moment tous ensemble, ce qui est quand même, ce qui a été pas mal fait, notamment pendant le confinement. Voilà, pour apporter un peu de convivialité pendant ces temps en distanciel. Et alors la particularité de Twitch aussi, c'est que on peut faire du coup avec en fait à partir de cette proximité du public et des créateurs et des créatrices qui parlent, on peut faire des dons en direct. Voilà, donc que ce soit pour payer du matériel, que ce soit pour rémunérer la personne qui parle. Donc voilà, il y a vraiment cet accent mis sur l'échange qui est très important. Si tu veux continuer sur oui, ce que je pense qui est aussi intéressant, c'est vraiment, et tu en as parlé un petit peu, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'une attention qui est constante, contrairement à un autre format vidéo. On va parler après de YouTube et de TikTok, où vraiment, si on manque un morceau du son ou un morceau de l'image, on n'est plus vraiment dans le support directement, alors que sur Twitch, il y a beaucoup de moments où le streamer ou la streameuse va remercier la personne qui vient de faire un don ou va juste attendre ou dire attendez, il y a mon chat qui passe. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une attention constante et c'est un peu une sorte de bruit de fond qui peut aussi fonctionner comme on le ferait avec la télévision. En fait, c'est un peu une sorte de télévision nouvelle. Ce qui nous permet de faire un lien direct avec l'extrait qu'on veut vous montrer, puisque avant ça, pardon, on va vous montrer après un extrait du coup de Samuel Etienne qui s'est mis sur Twitch. Du coup, Samuel Etienne qui est le nouveau présentateur de Questions pour un champion, enfin nouveau. Ça fait quelques années. Mais qui a remplacé du coup Julien Lepers. On vous en parlera après du coup. Donc sur la slide suivante, vous voyez un peu à quoi ressemble Twitch. Donc l'idée c'est d'avoir donc l'écran principal avec la streameuse, là en l'occasion qui s'appelle Marie, le nom de la streameuse, une partie de chat qui est le chat où vous allez pouvoir écrire et une partie de chat en fait où c'est le streamer ou la streameuse qui va pouvoir lire directement ce qui est envoyé. Donc il y a vraiment une interaction et là par exemple sur ce live là c'était vraiment juste un échange entre la streameuse et son public pour pouvoir discuter de plein de sujets divers et variés. C'est un live qui a duré plus de 3h30, il me semble. Et voilà, et pendant 3h30, vraiment, la streameuse va discuter et échanger avec son public dans une optique en fonction des sujets qu'ils ont envie d'aborder, de changer un peu à tort et à travers. Voilà. Et pendant ces émissions en live, en fait, on a aussi pas mal de rythme qui est insufflé en fait, parce que on va avoir plein de petites animations. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un va faire un don, et ben ça va être célébré. Il va y avoir une petite musique ou une petite animation qui va s'afficher à l'écran, enfin plein de choses comme ça. Et justement, en fait, ça permet aussi aux gens de les encourager à réagir, ça les encourage à faire des dons parce que du coup, la personne va prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Et voilà, en fait, il y a plein de choses à imaginer, plein de choses à faire à partir de ces lives, et c'est quand même quelque chose qui est assez stimulant en fait à suivre comme à faire. Voilà. Alors, du coup, sur la slide suivante, on va vous présenter donc un extrait. Samuel Etienne est donc un journaliste à la base et donc présentateur aussi de Questions pour un champion. Juste pour vous donner quelques chiffres, Samuel Etienne fait bon, pas en ce moment du coup parce qu'il est en pause, mais normalement il fait une matinale chaque jour dans une optique de faire une revue de presse. Donc il prend tous les journaux papier qui existent et il va décortiquer les nouveautés, enfin les news, et en discuter directement et échanger avec son public. Donc je vous laisse lancer le petit extrait. Masqué. Donc c'est dommage parce qu'on va perdre en proximité, mais c'est un choix que je comprends tout à fait puisqu'il doit quand même donner l'exemple.
lui qui est en première ligne sur le front sanitaire, donc il sera masqué, je serai masqué. Voilà. Donc, café, 10h30. Échanger entre eux, entre pensionnaires, on ne pouvait pas échanger entre pensionnaires dans une retraite d'un étage à l'autre, enfin c'était vraiment très très chaud, avec toutes les conséquences psychologiques que ça pouvait avoir. Il y a du nouveau, donc ça on le lira avec Le Monde, voilà, page 8. Donc j'ai bien fait de prendre un quart d'heure de plus. Bon, je viens de parler de Jean Castex, une page pleine dans Le Monde ce matin, avec, puisqu'on le reçoit ce soir, un portrait, vachement bien écrit, dans Le Monde. Qui est-il ? Pourquoi il est comme ça ? Quel est son rôle dans le gouvernement ? Pourquoi il a été si contesté au début ? Pourquoi sa cote de popularité remonte ? Merci Le Monde, c'est grâce au journal. Je lirai avec vous le journal. Je pense que ça a repris. Très bien. Et donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc Samuel Etienne parle vraiment de politique et en tout cas d'actualité. Et en fin de compte, c'est un moyen quand même assez intéressant pour les jeunes qui suivaient, qui sont habitués à utiliser Twitch, de découvrir en fait Samuel Etienne sous un autre angle. En fait, il aborde d'autres sujets parce qu'en fin de compte, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Samuel Etienne, en fait, il est arrivé sur Twitch parce qu'il avait été invité par donc des streamers et des streameuses à participer à un marathon, on va dire, qui s'appelle le The Events, qui permet, en fait, c'est un don, c'est pour des dons caritatifs où ils ont levé, donc la dernière fois, je crois que c'était 5 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et donc en fait, Samuel Etienne, il y a vraiment eu un public qui s'est intéressé à lui, et donc en fait, c'est ce qui est super intéressant dedans, c'est de voir en fait toutes les personnes qui sont intéressées par son travail, parce que d'un côté on a les personnes qui sont habituées à regarder Questions pour un champion à la télé, et de l'autre côté on va avoir du coup plein de jeunes qui sont intéressés par sa personnalité et qui découvrent avec ce format, donc la matinée Etienne, des questions d'actualité, de société, de politique, qui sont très intéressantes à aborder, et du coup ça a créé aussi des ponts entre les générations. On a eu, Samuel Etienne a partagé sur Twitter plusieurs fois des gens qui lui écrivaient pour lui dire que en fait avec leur grand-mère, certains jeunes regardaient non seulement Question pour un champion le soir, mais aussi la matinale en fait qui est faite sur Twitch. Et donc voilà, il y a des liens comme ça, des dialogues qui se sont créés. Et donc c'est pour ça aussi que c'est super important de voir ça et de pouvoir échanger en fait sur d'autres sujets. On ne pensait pas forcément regarder Twitch un jour avec sa grand-mère sur sur l'ordinateur, et voilà. C'est clair. Et on est sur vraiment un nombre important de spectateurs et de spectatrices à chaque fois, puisque il a quand même 70 000 spectateurs en moyenne sur chacune de ces matinales, ce qui est vraiment un nombre assez important pour ce type de plateforme. Hein. Il faut remettre les choses un peu dans leur contexte, mais vraiment 70 000 personnes en moyenne, c'est énorme. Donc voilà, on voulait vous parler un petit peu de Twitch et de Samuel Etienne. On va passer donc à la slide suivante en vous parlant de TikTok. Alors TikTok, c'est l'application qui fait fureur depuis 1 an maintenant pour tout le monde, on va dire, mais majoritairement pour les enfants, les ados et les pré-ados. Comment est-ce que ça fonctionne, TikTok ? Eh bien, c'est un principe à la base de réutilisation du son, donc utiliser une chanson ou une bande originale de film ou une voix de film ou ce genre de choses, et venir l'utiliser pour faire ce qu'on appelle le lip sync, donc du playback en fait dessus. Et progressivement, ça a évolué avec de la création de contenu vidéo sur un format très court. Donc les vidéos TikTok, c'est 1 minute maximum. Et l'idée, c'est de vraiment juste créer du contenu sur un format très très court. Et ce qui est très intéressant sur cette application, ça va être l'aspect pouvoir créer en direct à l'intérieur de l'application. Donc vous avez tout un système de montage, d'effets, de filtres et ce genre de choses qui sont inclus au sein de TikTok pour pouvoir vous permettre de créer directement. Là où les autres plateformes, peut-être pas Twitch parce que c'est un peu différent, vous demandent un peu plus de connaissances techniques, TikTok c'est un peu un package tout en un.
où vous avez juste à ouvrir l'application, créer à l'intérieur de l'application et publier directement sur cette application. Et c'est là où est une des grandes forces de TikTok, c'est de pouvoir être à la portée de tout le monde en fait. Quelqu'un qui voudrait juste créer et se filmer et parler en même temps, c'est possible. Et quelqu'un qui veut faire un montage hyper léché et très compliqué, c'est possible aussi. Et l'autre chose qui est très intéressante sur TikTok, c'est l'algorithme de TikTok. L'algorithme de TikTok, c'est un algorithme surpuissant alors on ne sait pas trop comment est-ce qu'il fonctionne malheureusement, mais bon, c'est un petit peu comme tout. Et cet algorithme va permettre aux spectateurs de vraiment cibler ce qui va les intéresser pour leur créer un fil d'actualité, donc ce qu'on appelle la FYP, la For You page, la page des pour toi, avec uniquement ce qui les intéresse. Donc, si vous regardez une vidéo en entier, que vous la likez, que vous l'aimez et que vous vous abonnez à la page du créateur, dans ces cas-là, TikTok reconnaît que c'est un type de contenu qui vous intéresse et va vous proposer plus de contenu de ce type au fur et à mesure. Et l'autre chose qu'on a noté dans le diapo, c'est que TikTok, en fait, vous pouvez être n'importe qui, n'importe où dans le monde et vous pouvez percer pour on ne sait pas trop quelle raison et avoir plusieurs millions, et là on parle de millions de likes, de personnes qui vont commenter, etc., ce qui va donner une sorte d'accessibilité aussi pour un peu tout le monde, et notamment pour des minorités de genre, ethnique ou autres, des personnes en situation de handicap, et leur permettre en fait d'avoir une visibilité qui est très nouvelle sur ce type de réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas trop l'habitude de les voir, enfin en tout cas moins. Et ça, c'est très intéressant aussi. On vous parlera aussi un peu plus tard vers la fin d'accessibilité. Et TikTok va ouvrir progressivement la voie à l'accessibilité, notamment aux personnes malentendantes ou malvoyantes, avec une volonté de mettre en avant le sous-titrage des vidéos et ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui était très peu répandu sur les réseaux auparavant. Et grâce à TikTok, on est vraiment sur quelque chose de plus ouvert. Et par rapport à la conception même de TikTok, en fait, donc comme on l'a dit dans le logo, il y a une petite note de musique. En fait, donc le média vidéo est évidemment très important, mais c'est aussi que à la base TikTok, c'est la fusion de deux réseaux sociaux chinois qui sont vraiment inscrits, enfin qui sont créés à partir de la musique et de la réutilisation en fait de musique, d'extraction de films, de tout et n'importe quoi, qui étaient donc ByteDance et Musical.ly. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette importance du son. Enfin vraiment tout a été conçu à partir de ça. Et donc là comme on le disait, en 2019 déjà ça commençait bien à exploser comme réseau social. Il y avait donc les plus jeunes qui étaient dessus, donc beaucoup de moins de 13 ans qui l'utilisaient. Et en fait, avec le confinement, ce qui s'est passé, c'est on savait déjà que la plateforme allait exploser. Et là, en fait, ça s'est complètement, c'est devenu incontrôlable, en fait, parce que il y a eu aussi cette chose où, déjà, les gens ont passé plus de temps sur les réseaux sociaux, mais aussi que, là, c'était de la création de contenu qui prenait moins de temps que, par exemple, YouTube. Donc ça permettait aussi de faire de changer un peu de format pour les personnes qui avaient l'habitude de créer du contenu sur cette plateforme. Et puis aussi il y a plein de gens qui sont rentrés dans leur famille et qui ont du coup retrouvé leurs petits frères, leurs petites sœurs qui utilisent TikTok et qui se sont mis à faire des TikTok avec eux. On a vu plein de TikTok passer avec des parents dessus. Alors ça c'est adoré pour les gens qui utilisent TikTok, par les jeunes, de voir des parents par exemple d'influenceurs, d'influenceuses qui débarquent tout d'un coup dans des TikTok pour faire des chorégraphies. On a eu plein de filles, d'enfants de réalisateurs et de réalisatrices qui ont lancé de gens célèbres en général, oui, qui ont fait des TikTok, et donc où c'est devenu où leurs vidéos sont devenues très populaires d'un coup parce que il y avait un réalisateur qui était passé, je crois que c'était Nicolas Winding Refn ou Scorsese aussi, Gordon Ramsay qui est passé avec sa fille, voilà, donc non, il y a vraiment une espèce de la famille aussi a été ramenée dans TikTok et commence à avoir a eu une dimension importante aussi sur ce réseau social. On va passer à la slide suivante, juste pour vous dire comment est-ce que fonctionne TikTok rapidement. L'idée, c'est que c'est plutôt des vues, un format qui est vertical. Donc, l'idée, c'est de swiper vers le haut pour progressivement faire passer d'une vidéo à l'autre. Donc, remonter l'écran. Voilà. Et l'idée, c'est donc
que TikTok peut être très chronophage parce que comme c'est des formats qui sont très courts et que on les swipe et que un peu à l'infini en fait, et ben on peut passer des heures et des heures à regarder plein de petites vidéos qui soient drôles, touchantes ou instructives comme celle qu'on va vous montrer juste après. Et vraiment il faut avoir conscience que voilà, TikTok ça doit être sur des temps donnés. Et pas se dire allez je me mets sur TikTok un peu comme ça parce que j'ai rien à faire, parce qu'en fait vous ne voyez pas le temps passer. Clairement c'est ça. Voilà pour au niveau de la présentation formelle de TikTok, donc c'est vraiment le côté format allongé. Oui. Peut-être une petite question pour répondre un peu en fait, à ce que vous venez de dire. En fait, pour être bien clair, il y a un parent notamment qui demande par rapport aux plateformes que vous avez présentées. Donc là, depuis le début, on est sur Twitch et sur TikTok. Si en fait, au niveau de ces deux plateformes, les échanges sont plutôt textuels essentiellement, c'est-à-dire quand le streamer est en train de faire son contenu, est-ce qu'on peut interagir avec lui seulement par texte ou alors également en vidéo? Et de la même manière, est-ce que sur TikTok, il y a un moyen peut-être d'interaction qui peut être autre que textuel et en commentaire? Est-ce qu'on peut aussi directement répondre en vidéo sur cette plateforme? Alors, tout à fait. Pour Twitch, c'est vraiment juste du textuel pour le coup. C'est une plateforme qui a été vraiment pensée pour quelqu'un fait de la vidéo et on lui parle dans un chat directement. Bah, en fait, comme le live Facebook, le live YouTube que vous êtes en train de regarder, vraiment l'échange se passe comme ça. Par contre, pour TikTok, c'est un peu différent. Vous avez effectivement de l'échange textuel par le biais des commentaires, mais vous avez aussi la possibilité de faire des duos. L'idée du duo, c'est vraiment de aller prendre la vidéo de la personne et en fait, ça va la mettre juste à côté de la vôtre et de répondre directement en vidéo à la personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a créé des choses très stylées de duos de personnes qui chantent, par exemple, ou de personnes qui reproduisent une scène d'un film avec deux personnages qui vont se répondre dans une scène directement. Et voilà. Donc pour TikTok, on va avoir les deux possibilités, donc soit textuel, soit par vidéo. Et aussi pour Twitch, pardon, c'est vraiment juste du textuel via le chat. Et puis la différence aussi, c'est que ça va être moins immédiat du coup, parce qu'un TikTok, il va falloir avoir le temps de le poster, ensuite de tourner la réponse en vidéo et ensuite de la poster. Alors que sur Twitch, vraiment, on est sur voilà, donc j'écris, on me répond directement et on passe à autre chose. Voilà. On va passer au diapo suivant qui est du coup l'extrait. Un extrait enfin en fait c'est pas. On a deux extraits. Un premier, ça va être Manon Bril qui est du coup à la base une vidéaste. Pardon, j'ai dit cinéaste. Une vidéaste de vulgarisation scientifique sur YouTube et qui s'est lancée sur TikTok en voyant que ça fonctionnait bien, qui va vous parler de Psyché et Cupidon. Et la deuxième, ce sera Dr Nozman, qui est lui aussi un vidéaste de vulgarisation scientifique, qui va vous parler de ferrofluide. Voilà. On vous laisse regarder. Ça, c'est la très belle histoire du mariage de l'âme et de l'amour. Elle, c'est Psyché et c'était une mortelle hyper belle. Tellement belle que même le dieu de l'amour, Cupidon, était tombé amoureux d'elle. Alors un jour, sans qu'elle sache pourquoi, elle est enlevée et amenée dans un magnifique château. Et là, on lui dit « Hey sœur, tout ça c'est pour toi à une condition, c'est que ton mari, il va rentrer tous les soirs pour dormir avec toi, mais tu dois jamais le voir. Donc il faut que ça reste dans le noir et tout. » Et du coup, Psyché, elle le fait, et puis ça se passe bien, elle s'entend plutôt bien avec ce mari, même si elle le voit jamais. Mais une nuit, elle craque, elle allume une lampe à huile pendant qu'il dort, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Le méga gros BG, Cupidon, le dieu de l'amour. Et sans faire exprès, elle fait tomber une goutte d'huile sur lui, ça le brûle et ça le réveille. Et Cupidon, vexé d'avoir été trahi, il s'enfuit parce que l'amour, ça doit être basé sur la confiance. Psyché, elle est dévastée, elle jure qu'elle fera tout pour le retrouver. Mais il y a Vénus, la mère de Cupidon, qui lui fout des épreuves pour venger son fils. Jusqu'à une où elle tombe dans le coma. Mais là, Cupidon vient la sauver. Et du coup, Cupidon, c'est l'amour, et Psyché, en grec, c'est l'âme, c'est le mariage de l'âme et l'amour. Envoie ça à ton âme sœur. Voici un liquide qui réagit au champ magnétique. En fait, ça s'appelle un ferrofluide. J'en mets un peu ici. Le liquide réagit donc lorsque j'approche un aimant en formant des pointes et des formes super bizarres. C'est très étonnant, mais c'est assez cool. Le liquide, en fait, il est composé de nanoparticules de magnétite de l'ordre de 10 nanomètres, donc c'est tout petit. Et de ce fait, il va réagir au contact d'aimants. Les pics du liquide suivent en fait les lignes de champ de l'aimant, et leur hauteur va varier en fonction du champ magnétique de ce dernier. C'est vraiment trop bizarre, on dirait un liquide extraterrestre, mais c'est trop stylé.
voir les vidéos. C'était effectivement donc 2 TikTok sur des sujets très différents, mais qui vous ont appris, j'espère, je pense, des choses, voilà, donc que ça soit sur des figures de la mythologie, de l'histoire, des histoires de l'art aussi, puisqu'il y a eu des tableaux, et sur la science, voilà, avec Dr Nozman. Et donc oui, donc sur les vues, là, on est quand même sur des millions de vues, hein, donc c'est vraiment des contenus qui sont vraiment très suivis. Et donc, en plus, comme on disait, cette spécificité, voilà, des créateurs, des créatrices là, que vous avez vu, c'est que, comme on disait, ils sont aussi sur YouTube, ils sont à la base en fait sur YouTube, et donc ils ont voulu diversifier leur contenu en allant aussi sur TikTok et présenter des formats plus courts parce que voilà, le format s'y prête plus parce qu'on a moins de temps. Il faut penser le format autrement, et donc voilà. Donc sur YouTube, qu'on vous présente maintenant, si on peut passer à la diapo suivante. La diapo numéro 13. La 13. Donc YouTube, c'est un peu l'éléphant, on va dire. C'est ça. C'est la plateforme que beaucoup connaissent sûrement déjà, en fait. Si vous êtes sur le live, a priori, c'est que vous connaissez déjà un petit peu. YouTube, comment ça marche, pourquoi ça fonctionne. YouTube, ça a été créé en 2004. 2005 et racheté en 2006. C'est une plateforme qui a été à la base pensée pour être un site de rencontre par la vidéo. Et au final, l'idée a été très vite abandonnée dès le lancement pour devenir vraiment une plateforme de visionnage de vidéos, ce qui était une excellente décision vu les proportions que ça a pris maintenant et la place que ça a pris dans nos vies. En fait, les vidéos qui sont sur YouTube, elles sont pour le coup de très bonne qualité, donc on tourne pas forcément, la grande majorité tourne pas au smartphone, hein, ça va être vraiment, on va tourner avec des caméras qui sont pensées pour ça, on va mettre les moyens aussi pour faire des choses qui soient jolies, parce qu'on trouve aussi sur YouTube, en fait, on trouve évidemment de tout et n'importe quoi sur YouTube, mais on peut aussi trouver de la fiction. Donc vraiment, pouvoir regarder des courts-métrages, voire même des longs-métrages sur YouTube, c'est possible. Et donc du coup, il y a des gens vraiment des vidéastes qui sont là pour créer. Donc nous, on va éviter le terme de youtubeur, youtubeuse, parce que en fin de compte, ces créateurs, ces créatrices qui travaillent, comme on vous l'expliquait en fait avec Manon Bril et Dr Nozman, ce sont des gens en fait qui ne vont pas appartenir entre guillemets à une seule plateforme, mais qui vont créer du contenu pour différents réseaux sociaux. Et donc c'est plus juste en fait de parler de vidéastes, de créateurs, de créatrices de contenu, parce que justement, ils sont déjà ils sont à leur compte, hein, et ils n'ont pas de compte à rendre aux plateformes, et puis surtout ils sont très polyvalents, et donc voilà. Sur YouTube, il n'y a pas de restriction de durée, donc on peut regarder. Enfin vraiment, il y a des vidéos des fois qui durent des heures, mais vraiment plus de 10 heures, plus de 20 heures aussi, c'est possible. Et donc on parlait aussi d'un algorithme de suggestion comme sur TikTok. Il y en a aussi un sur YouTube qui est beaucoup moins efficace parce que TikTok, il y a vraiment moyen de se perdre pendant des heures, surtout du fait de la courte durée des vidéos. Puis l'algorithme de YouTube est encore un peu, on comprend pas forcément tout ce qui s'y passe, mais voilà, en plus il change très souvent. Les algorithmes, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? En fin de compte, ce sont des suggestions, et ce sont des suggestions qui ont été réfléchies par des intelligences artificielles selon ce que vous avez regardé, selon ce que vous avez commenté, selon ce que vous avez partagé. En fonction des tendances aussi. En fonction des tendances également. On va vous suggérer des vidéos, des contenus à regarder. Voilà. Sur YouTube, on a aussi des codes qui sont formels. Alors quand je dis des codes, ça va être vraiment d'un point de vue purement audiovisuel. Voilà, donc on va avoir, comme je disais, les fictions qui sont tournées vraiment et pensées comme des outils cinématographiques. On va avoir aussi ce qu'on appelle les facecam, où en fait c'est une personne qui va parler juste directement devant la caméra. Nous, actuellement. Ce qu'on est en train de faire. Voilà, sauf que nous on est en direct. Là, ce sera pas, c'est pas le cas avec les vidéos qui sont postées de manière classique sur YouTube. On va avoir aussi, en fait, en fin de compte, YouTube, c'est un pionnier, du coup, comme je vous disais, de la vidéo en ligne, qui a très vite pris la place aussi de Dailymotion, parce qu'en France, nous, on avait aussi notre plateforme de vidéo, donc il y avait Dailymotion qui était sorti, peut-être un tout petit peu avant, je crois. Un tout petit peu avant. Et qui a très vite perdu pied face à l'ampleur que prenait YouTube, surtout depuis leur achat par Google l'année suivante. Et donc en fait YouTube aussi, ce qui est pas mal, c'est que on a vraiment une consommation qui est multi-support, c'est-à-dire que par exemple TikTok va être pensé vraiment pour regarder sur le smartphone. On peut avoir des liens à regarder sur l'ordinateur, mais en fait c'est vraiment pas pratique pour le regarder. En plus on peut regarder qu'un seul, et sinon on n'arrive pas à naviguer, c'est l'enfer.
Alors que YouTube, on peut regarder aussi bien sur l'ordinateur que sur le smartphone, on peut regarder sur la télé si on est connecté. Voilà, ça va être aussi sur Twitch d'ailleurs, on peut faire ça, c'est multi-support. Et il y a vraiment, voilà, comme je disais, une diversité des profils de création. On a aussi des gens, bah voilà, en fait, comme pour chaque réseau social, chaque réseau social du moins, des gens, voilà, qui se sont vraiment spécialisés là-dedans et donc avoir une rémunération par YouTube, par la diffusion de pubs, par la diffusion des marques qui vont contacter les vidéastes pour pouvoir parler d'un produit en particulier. C'est ce qu'on appelle des placements de produits. Voilà, qui permettent de financer les vidéos et de pouvoir faire des choses qui sont vraiment de haute qualité, parce qu'en fait, ce que recherchent aussi les vidéastes pour la majorité, c'est vraiment de produire du contenu de qualité, que ce soit tant sur la forme que sur le fond. Et donc, effectivement, ça demande aussi des sous, de pouvoir, par exemple, je sais pas, je réalise un documentaire, il va falloir que j'aille à l'autre bout de la France ou du monde pour pouvoir interviewer quelqu'un. Donc il me faut aussi des moyens pour faire ça. On va passer à la diapo suivante. Donc, c'est très rapidement pour vous montrer normalement ce que vous voyez déjà, en fait. C'est une inception de plein de choses. Mais du coup, YouTube, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet aspect en plutôt paysage, du coup, contrairement à TikTok. Et vraiment, l'idée, ça va être d'avoir la possibilité de mettre du plein écran, mais aussi de mettre un écran qui est plus petit, une qualité qui est différente. Enfin, il y a vraiment plus de possibilités de paramétrage sur YouTube que sur Twitch ou TikTok, notamment par rapport à ce que tu disais sur les multi-supports, de pouvoir regarder une vidéo sur son smartphone demande moins de précision de la qualité que sur son grand écran de télévision. Voilà, il y a vraiment cet aspect du choix du spectateur et de l'utilisateur sur YouTube, contrairement aux deux autres plateformes dont on vous a parlé. Je vais pas rajouter énormément de choses sur YouTube parce que Chérine a tout dit de ce qu'on voulait dire. Donc l'idée, c'est de vous montrer un extrait. L'extrait, c'est donc un extrait de Léna Situation, qui est une des vidéastes actuelles qui a explosé depuis un an à peu près, on va dire, un an et demi, parce qu'elle s'y est mise à temps plein. L'idée, c'est de vous montrer une vidéo qui s'appelle « Je teste les jobs de mes rêves » et de vous montrer juste l'introduction qui vous donnera sûrement envie de voir le reste de la vidéo parce qu'elle est très sympathique. Léna Situation, pour vous la recontextualiser, c'est une créatrice qui est très forte en storytelling, donc pour vous raconter des histoires. Et c'est une de ses grandes forces et je pense que ça va se ressentir sur cet extrait. Donc je vous laisse avec Léna Situation qui vous en dit plus sur... Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Quand on est jeune, on a toujours plein de grandes envies pour notre futur. La phrase « Tu veux faire quoi plus tard ?» était une ouverture à tous nos rêves. Je serais une super-héros, vétérinaire, footballeuse, archéologue et pop star. Les limites n'existaient pas. Puis, tu ne sais pas comment, mais cette phrase, 10 ans plus tard, devient beaucoup moins fun. Non mais sérieusement, mademoiselle Mafouf, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Il vous reste quelques semaines pour vous décider parce que là, les vœux d'orientation, à la fin du trimestre, c'est terminé. Et je dis pas ça pour mettre une pression, mais un petit peu quand même. Parce que oui, à 14 ans, on te demande de choisir sans n'avoir jamais rien essayé. La seule expérience professionnelle que j'ai pu avoir à cet âge, c'est grâce à Léa. Léa Passion. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont bien trouvé leur voie. J'ai un métier que j'adore, qui me plaît très sincèrement. Mais tu vois, c'est vrai que parfois, je me sens un peu frustrée de ne pas avoir testé les choses qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune en fait. Alors cette semaine, c'est moi Léa Passion. Léna Passion. C'est facile. Ensemble, aujourd'hui, on va prendre ma revanche sur le système éducatif et on va faire les métiers que je rêvais de faire quand j'étais petite. Sans surprise, comme je pense beaucoup de petits, je rêvais de bosser avec les animaux. Donc pour votre plus grand plaisir, on va voir le maestro de tous les animaux, si je peux me permettre, le chien. Et je voulais faire un mini petit disclaimer avant de commencer, c'est que vous allez voir beaucoup de petits chiens et qu'un chien c'est trop sympa, c'est trop mignon. Puisqu'avec ce premier métier, on va voir l'aspect plutôt très positif des animaux et je voulais m'accompagner d'une team de personnes qui au quotidien s'occupent le plus proche
des chiens. C'est pour ça qu'on a l'accompagnement de la team Ultra Premium qui est une marque créée par des Français. Eux au quotidien ils font des croquettes, donc ils bossent au plus près du bonheur pour les animaux, chiens, chats. Bon, ils ont tout ce qui est nourriture, mais ils ont aussi les jeux pour les chiens, les chats, etc. Tous leurs produits sont naturels, c'est fabriqué en France, c'est sans céréales, c'est sans additifs. Bref, et surtout, et la raison pour laquelle on va se rapprocher d'eux, c'est qu'ils collaborent avec plein de vétérinaires, avec beaucoup de refuges, et ils connaissent toutes les bonnes adresses pour qu'on puisse tomber sur les bonnes personnes pour bosser avec des animaux aujourd'hui. Vous l'avez compris pour ce premier taf, c'est tout Nintendogs. J'espère que vous avez kiffé cette intro, hein, parce que trouver un Léa Passion patinage en 2021, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, du coup, donc vous avez vu cette introduction de la vidéo de Léna. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a un placement de produit déjà, mais un placement de produit qui est assez intéressant. Si vous regardez la totalité de la vidéo, vous verrez que à la fin, en fait, ils se rendent dans un chenil. Et l'idée, c'est que la marque qui a collaboré avec Léna sur cette vidéo a fait un don très important pour le chenil. Et en fait, c'est la rémunération de Léna Situation pour cette vidéo est passée dans ce don, en fait. C'est une vidéo qui est très intéressante parce qu'elle parle beaucoup de storytelling, elle va mettre en scène vraiment son histoire, elle va mettre en scène ce qui l'intéresse, et vous avez autant du montage d'images d'archives que de la vidéo face cam, que du vlog, donc du vidéo blog. Donc l'idée c'est vraiment de prendre sa caméra et de suivre quelqu'un sur une activité précise ou ce genre de choses. Voilà, vous avez plusieurs types de formats et de codes, comme on en parlait tout à l'heure, de YouTube qui se retrouvent au sein même d'une seule vidéo. Je vous ai parlé du storytelling et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant chez Léna Situation, c'est sa capacité de montage. Une très grosse capacité de montage. Son programme phare, c'est ce qu'on appelle les vlogs d'août, où pendant un mois, elle se filme et elle filme sa vie tous les jours et elle sort une vidéo par jour de son quotidien. Et vraiment, sa force, c'est une capacité de montage très qualitative, très rapide, avec un storytelling et un attachement qui se crée auprès de sa personne, parce qu'on n'est même plus sur un personnage, là, on est vraiment sur sa personne, parce qu'elle partage ses crises d'angoisse, son anxiété, etc., etc. Donc, on est vraiment dans sa vie à elle directement, ce qui crée énormément de liens entre le spectateur et elle. On va passer donc à la slide suivante, qui est la numéro 16, pour vous parler un petit peu de vocabulaire. Donc, on a essayé de vous expliquer à peu près tous les termes qui nous paraissaient un peu compliqués sur les réseaux sociaux, Internet, etc., etc. Donc, on passe à la slide 17. Alors, moi, je vais commencer par trend. Alors, une trend, c'est quelque chose à la mode, une tendance. L'idée, c'est qu'on retrouve beaucoup ce terme sur TikTok, par exemple, parce que, comme on vous a expliqué que ça fonctionnait par rapport au son, si un son fonctionne bien, il va être énormément repris par pas mal de créateurs et de créatrices pour obtenir une certaine forme de visibilité. Parce que quand vous cliquez quand vous appuyez, du coup, parce que c'est directement en digital, quand vous appuyez sur le nom de la chanson, ça va vous permettre de voir tous les TikTok qui ont été créés sur cette chanson en particulier, et donc y avoir une visibilité qui est plus accrue. Et du coup, on parle beaucoup de trend, de tendance, parce que c'est sur un laps de temps assez court où on va créer un contenu assez similaire ou avec une blague qui revient assez régulièrement sur ça. Voilà. Moi, je vais vous parler du coup du terme une chaîne. Alors en fait, ce qui est assez curieux, c'est que donc la chaîne va être différenciée du compte ou du profil. Par exemple, vous avez un compte Facebook, un profil Facebook, comme vous pouvez avoir un compte Instagram ou TikTok ou Snapchat. Alors qu'une chaîne, ça va être réservé vraiment à YouTube et Twitch. En particulier, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. En fait, donc une chaîne, ça va être tout simplement le même fonctionnement qu'un compte finalement. C'est là où on va réunir toutes les vidéos qu'on va pouvoir trouver, exactement comme sur une télé. Voilà, donc une chaîne, tout simplement.
C'est une ligne éditoriale, c'est ça, autour d'un créateur ou d'une créatrice. Un sub, du coup, ça vient de submission, si je ne m'abuse, c'est ça? Subscriber. Oui, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose au final. C'est le fait de s'abonner directement. Alors, on va parler de ça plutôt sur Twitch parce qu'il faut faire une différence et donc ça me permet de parler aussi de followers. Il y a une différence sur Twitch de follow, donc suivre quelqu'un. Ça va être juste avoir une notification quand la personne lance un live et pouvoir parler sur le chat pour certains et du coup montrer notre soutien non financier à un streamer ou une streameuse et souscrire un abonnement du coup sur Twitch, ça va être faire un don d'argent, du coup de vrai argent, pour pouvoir soutenir financièrement le streamer ou la streameuse. Et donc c'est souvent un abonnement qui se fait au mois ou tous les 3 mois et du coup on parle de sub. Voilà. Après, vous allez avoir des termes comme une commu, donc une communauté qui est en fait l'audience de la personne qui va créer du contenu. Vraiment, c'est ce côté petit groupe en fait. Certaines personnes, c'est surtout une pratique très répandue sur YouTube et Instagram où en fait une vidéaste, un créateur, une créatrice de contenu va donner un nom en fait à son audience. J'ai pas d'exemple là-dessus en tête. Les Squeezos pour Squeezie par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais donc voilà, la commune vraiment c'est du coup ce collectif en fait qui est c'est les fans. C'est les fans. Oui, tout à fait. C'est les fans. Donc voilà. Un post, donc ça va plutôt être sur Instagram. Vous avez je vais reprendre aussi Story du coup. Sur Instagram, vous avez plusieurs types de formats qui existent. Vous avez donc le post qui va être créé et qui va apparaître sur votre fil d'actualité un petit peu à la façon de Facebook. Et Facebook a d'ailleurs repris ça pour différencier le post qui est sur votre mur et la story qui est quelque chose d'éphémère. Et qui va s'effacer au bout de 24 heures, qui vient lui-même de Snapchat. C'est un peu compliqué tout ça, parce que il faut voir que les uns se copient un peu par rapport aux autres, parce que en fait ils cherchent qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Sur Snapchat, ça fonctionne bien l'histoire des 24 heures, donc on va l'utiliser dans nos stories. Ah mais nous aussi ça nous intéresse. Twitter s'y est mis aussi. Il y a pas mal de choses comme ça. De la même façon, vous avez ce qu'on appelle les Reels, Reels. Ouais. Voilà, qui maintenant est sur Instagram et qui est directement une copie conforme, ne nous mentons pas, de TikTok, parce que comme TikTok fonctionne bien, Instagram essaie de récupérer un petit peu cette visibilité. Donc voilà, il faut voir qu'il y a pas mal de choses qui se copient les unes les autres, et vraiment la différence du post et de la story, c'est que la story est éphémère, contrairement au post qui est censé rester un certain moment. On peut parler par exemple aussi d'un raid. Un raid, ça va être du coup plus exclusif à Twitch. En fait, l'idée du raid, ça va être, par exemple, je vais faire un live. Là, on est 60 000 personnes et je sais que j'ai un ou une amie qui est en train de faire un live qui vient de commencer, en fait, un live ou qui a un live en cours. Et du coup, je vais encourager toutes les personnes qui me regardent à aller faire un raid chez la personne en question. En fait, c'est pour pouvoir lui apporter tout plein de spectateurs et de spectatrices en même temps. Et voilà, et donc c'est des envois d'amour comme ça. Et donc les raids, c'est quand même une pratique qui est très courante sur Twitch. Et ça se fait beaucoup. Et voilà, et c'est une effluve comme ça de bienveillance avec un groupe qui s'en va. Un like et un dislike, donc comme son nom l'indique, c'est un j'aime, un je n'aime pas. On parle beaucoup de like, on dit pas souvent des j'aime, c'est un peu bizarre en français, mais du coup c'est le fait de liker une publication. Donc sur Instagram, tout de suite mon geste d'ailleurs est de double taper sur une image, donc pour montrer du soutien à un créateur ou une créatrice. Ça se retrouve un petit peu sur toutes les plateformes, alors peut-être pas sur Twitch, c'est un peu différent. Il y a la possibilité d'envoyer des bits, mais bon, c'est plus c'est plus une histoire d'argent cette fois-ci. Mais en tout cas, voilà, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc., c'est quelque chose que normalement vous connaissez déjà pas mal. Quand on parle de j'ai pas mal de likes, petite chose à savoir juste. Sur TikTok, il est possible d'avoir des milliers, voire des millions de likes assez facilement, contrairement à des plateformes où en fait c'est plus privé, puisque en fait vous voyez uniquement les gens que vous suivez, alors que sur TikTok il y a ce côté où vous allez voir un petit peu
toutes sortes de contenus de la part de créateurs que vous ne suivez peut-être pas. C'est ça la différence avec les autres plateformes dont on vous a parlé. On peut parler aussi d'un stream, donc du coup on vous l'a expliqué plusieurs fois, donc je vais pas m'étendre trop longtemps dessus, mais du coup un stream effectivement, donc c'est une diffusion en ligne, en direct, comme ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Voilà. La FYP, donc la For You page, je vous en ai parlé tout à l'heure en parlant de TikTok. Donc la For You page, c'est la page décidée par l'algorithme de TikTok dans une optique de vous montrer des contenus que vous êtes susceptible d'apprécier par rapport aux contenus que vous avez déjà appréciés auparavant. Il manque un partage. Et il manque un partage. Un partage, bah, tout simplement, vous avez, je suis sûre, déjà partagé une vidéo sur Facebook ou une publication. Voilà, c'est tout simplement un partage qui peut, par exemple, bah, sur TikTok, ça va être pas mal s'envoyer en fait à nos amis des TikTok qui nous ont plu. Ça se fait beaucoup. Alors que par exemple, bah, sur YouTube, il n'y en a pas de messagerie interne, et donc en fait, on va pas pouvoir s'envoyer des vidéos comme ça. Il faut passer par d'autres réseaux sociaux, en général WhatsApp ou Messenger, voilà, donc des choses comme ça. Et donc voilà, il y a, selon les réseaux sociaux, il y a des partages qui sont plus ou moins facilités. Et ça invite, donc voilà, notamment sur TikTok et Instagram, en fait, ça invite vraiment à découvrir d'autres contenus. Et donc c'est aussi pour ça, enfin, c'est aussi en partie ce qui explique la popularité plus facile en fait à avoir sur TikTok, parce qu'on peut être partagé très facilement et se faire découvrir assez facilement. Il y a une mise en avant de la part de l'algorithme quand il y a beaucoup de partage sur un contenu, et c'est très intéressant aussi de voir que le partage en fait permet vraiment d'avoir une visibilité accrue pour des créateurs ou des créatrices sur leur contenu. Voilà. On va passer si vous avez d'autres mots que vous auriez voulu ou sur lesquels vous auriez voulu avoir plus d'infos, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on nous les fera passer, on vous les expliquera juste après sans problème. On passe donc à la slide suivante qui est la numéro 18, où on va vous parler un petit peu des modes de consommation et pourquoi est-ce que c'est important de parler de tout ça. On passe à la 19 tout de suite. Alors, quelle consommation des contenus sur Internet? Donc, c'est assez important de parler de ça parce que en fait, on a cette vision de nos jeunes qui sont sur leur téléphone toute la journée et qui regardent des contenus, etc., etc. Et on a l'impression qu'ils sont abrutis par ce type de contenu, à être toujours dessus. Et je voulais juste vous refaire un point sur quelque chose qui me paraît assez important, à savoir que les plateformes qu'ils consomment, en fait, ils ont une façon de les consommer qui est différente de la vision qu'on pourrait en avoir d'un jeune qui serait devant la télévision toute la journée à regarder la télévision en non-stop. On est sur une utilisation qui est assez différente. Donc, par exemple, parce que chaque plateforme possède un format qui lui est propre et que ce format, en fait, va amener à une consommation qui va être différente aussi. On vous parlait tout à l'heure un petit peu de Twitch et du fait que ça peut être très bien un fond sonore en faisant autre chose. Ça se confirme, par exemple, quand je faisais ce diaporama que vous êtes en train de voir, j'avais en fond une créatrice, une streameuse qui dessinait et qui parlait un petit peu en même temps de ce qu'elle était en train de dessiner, de parler avec le chat, etc., etc. Et donc, elle était sur Twitch en train de faire ça et moi, j'étais en train de faire mon contenu et j'avais une oreille attentive comme j'écouterais de la musique. Twitch n'est pas une plateforme où on va vraiment rester fixe. De la même façon, une vidéo YouTube, vous pouvez la consommer quand vous êtes dans les transports en commun ou autre, en étant un petit peu plus focus, effectivement. Mais c'est pas une consommation il y a plusieurs types de consommation sur YouTube. Vous allez avoir cette consommation de je recherche un élément en particulier parce que j'ai pas bien compris un cours, parce que j'ai envie de me renseigner un petit peu plus sur telle ou telle information, et du coup je vais vraiment me focus sur cette vidéo-là en particulier, ou je vais regarder une vidéo de Léna Situation pour juste me divertir parce que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai envie d'un peu de positif, et donc du coup je vais regarder une vidéo. C'est vraiment un usage qui est très différent et qui n'est pas un mode de consommation comme on pourrait le croire, de vraiment juste regarder un contenu pour penser à autre chose. Il y a plein d'usages qui sont viables et qui sont intéressants à regarder et à exploiter. De la même façon, TikTok, il y a ce côté, c'est que 1 minute, et donc je peux parler à mes potes en même temps et regarder mon contenu, leur montrer un contenu. Il y a aussi cette notion de partage qui est très intéressante et importante à noter.
Sur la consommation de contenu qui est en évolution, on parle donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, de pratiques numériques multitâches et multiréseaux. En fait, il y a des créateurs qui vont par exemple créer une vidéo sur YouTube, et je regardais une tout à l'heure, c'est rigolo, qui fait ses tutos de vêtements sur YouTube, qui fait des shootings photos de ces vêtements qu'elle a créés sur YouTube, sur Instagram, et qui va utiliser ces vêtements dans des créations artistiques vidéo sur TikTok. Et donc, du coup, il va y avoir ce multi-support et multi-réseau de je vais aller regarder la continuité de ce que j'étais en train de regarder sur YouTube, sur Instagram, du coup, puis ensuite d'aller sur TikTok pour voir la mise en valeur de ce que j'ai regardé à la base d'être fabriqué sur YouTube. Donc, vraiment, on est sur cette consommation qui est mouvante et qui va vraiment aller chercher le meilleur du réseau social en question pour proposer un contenu de qualité. C'est assez intéressant ce côté naviguer entre les réseaux et pas penser qu'on est uniquement sur son téléphone pour dire qu'on est sur son téléphone, mais plutôt de se dire en fait la continuité de ce que j'étais en train de regarder va dans tous les sens et donc je suis obligée de suivre ça. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle un système d'économie d'attention. L'économie d'attention, c'est le temps de cerveau que vous avez. Vous avez un temps dans votre journée qui est un temps de divertissement. Et le problème, c'est que on a de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus de contenus, de créateurs, etc., etc. Et les plateformes, en fait, se battent pour essayer de récupérer progressivement cette économie d'attention pour que vous passiez le plus de temps possible sur leur plateforme en particulier. C'est pour ça que un format comme celui de TikTok, qui est très court, qui arrive pile en ce moment où on a déjà plein de propositions diverses et variées, et ben ça fonctionne bien. Parce qu'on se dit, ça dure pas très longtemps, des TikTok, ça dure 1 minute maximum, donc je vais en regarder un, puis 2, puis 10, puis 20. Cette économie d'attention, en fait, elle est hyper importante et intéressante à discuter avec vos enfants, dans cette optique de se dire, il y a tant de temps sur le divertissement qui est prévu dans ta journée, donc tant de temps d'écran, par exemple, on va se dire qu'on va regarder peut-être 1 heure de vidéo sur YouTube, 30 minutes de TikTok, enfin voilà, d'essayer de réfléchir un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne pour ensuite proposer un temps qui soit logique et intelligemment réparti. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ça me paraît tout à fait compris. Ok. Du coup, on peut passer à notre dernière slide, sauf s'il y avait une question, peut-être. Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets qui sont plutôt propres à telle ou telle plateforme? Pas vraiment en fait, parce qu'en fin de compte, l'idée c'est vraiment de prendre un thème et en fait la question c'est pas tant de pouvoir répartir les thèmes entre les différentes plateformes, mais plutôt de l'adapter, comme on disait, en fonction des différentes plateformes et de leurs spécificités. Par exemple, comme je disais, donc l'exemple de Manon Bril, voilà, sur une vidéo YouTube, elle va avoir le temps vraiment de poser vraiment toute une histoire, tout un contexte autour d'un sujet donné, alors que sur TikTok, elle va parler beaucoup plus vite pour expliquer peut-être une anecdote, voilà, qui va être en complément de la vidéo qu'elle a faite sur YouTube. Et je crois que Juliette, vous voulez intervenir. Oui, il y avait une question notamment en fait sur le fait, vous parliez de la pluralité des plateformes, le fait qu'en fait, en effet, il y a un usage spécifique, en tout cas un type de contenu spécifique à chaque plateforme. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas aussi un usage utilisateur qui doit se lier aux plateformes, notamment en fait le fait de prévenir à la fois peut-être et les enfants et les parents de la perméabilité de certains contenus, notamment le fait qu'on remarque notamment alors là, peut-être, je ne suis pas très sûre de mes sources, c'est peut-être simplement d'expérience que je parlerai peut-être en mon nom, mais j'ai l'impression notamment que, en fait, Facebook a été longtemps utilisé comme un outil, notamment professionnel, de réseautage, etc., alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un outil qui est beaucoup plus personnel. Est-ce qu'il y a aussi ça chez les plateformes, enfin, dans les créateurs de contenu, en tout cas dans l'usage des enfants par moment, peut-être certains outils qui sont déjà utilisés pour jouer avec les copains, certains outils qui sont plutôt utilisés pour la famille, je pense peut-être notamment à WhatsApp ou à des outils qui sont plutôt de l'ordre de la communication familiale, et peut-être d'autres outils. Donc voilà, comment est-ce que vous conseilleriez en tout cas en termes de dialogue, un dialogue peut-être à encourager avec les enfants sur l'usage de telle ou telle plateforme pour tel ou tel usage? Alors, je pense que ça se fait assez naturellement. Je pense que d'eux-mêmes, ils ont cette utilisation, mais sans vraiment y penser. Vraiment de se dire, Snapchat, c'est plutôt pour mes potes.
parce qu'on s'envoie des snaps toute la journée, même en cours, etc. Ne nous méprenons pas, ils s'envoient des snaps pendant les cours, c'est une certitude. Il va y avoir vraiment cet usage qui va être en fait inné. C'est pour ça qu'on parle souvent du fait que ils soient capables de se servir de tous les supports, de toutes les plateformes, parce qu'ils sont nés avec, etc., etc. Cette notion-là, en fait, elle est pas si vraie, parce que techniquement, effectivement, ils savent s'en servir, ils savent même souvent mieux s'en servir que leurs parents, mais la réflexion qu'il y a derrière, le fait de penser la pratique qu'on peut en avoir, ça, pour le coup, c'est pas réellement le cas. Et c'est ça qui est intéressant comme apport de la part des parents, et c'est comme ça qu'on peut créer ce lien intergénérationnel, c'est de réussir à réfléchir et d'analyser les différentes pratiques de nos jeunes pour ensuite leur proposer une pratique un peu dite éclairée et de partager ça en fait. Je pense que vraiment d'eux-mêmes, ils savent que l'utilisation de Snap, c'est pour leurs potes, que Facebook, ça va plutôt être pour discuter avec les gens de la famille qu'on voit pas régulièrement, parce qu'en fait, ils parlent pas tant sur Facebook, que Instagram, ça va servir à suivre les artistes qu'on aime bien, que TikTok, ça va être pour le divertissement, que YouTube, ça va être un peu pour la vulgarisation scientifique, réviser ses cours, ce genre de choses, et aussi pour le divertissement. Enfin, voilà, ils ont déjà cette pratique, en fait, qui est très catégorisée dans leur tête, mais sans vraiment y penser. Et c'est pour ça que on milite très fort pour toute cette notion d'éducation aux médias et aux nouveaux médias, et vraiment de penser les usages des jeunes avec un regard et du recul pour leur permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'ils utilisent ces réseaux et pouvoir en profiter au maximum. Et on avait aussi une question sur l'utilisation, en fait, le temps d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, y a-t-il des applications qui permettent de voir et mesurer le temps que l'on passe sur chaque réseau social? Alors, moi, je vais parler de ce que je sais. Sur iPhone, par exemple, on a une application directement intégrée au système qui explique le temps d'utilisation de l'écran et qui détaille effectivement les réseaux sociaux qui sont plus utilisés. Ça peut faire peur parce que on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'on ne pense. Même si on n'a pas passé des heures à faire défiler en fait ce qu'on regarde. Donc je pense que même vous seriez surpris en voyant le temps que vous passez sur les écrans. Et c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant à observer et à réguler en fait avec vos enfants, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de leur demander, bah voilà, toi t'aimerais accorder combien de temps aux réseaux sociaux maximum, par jour, par semaine, et en discuter, et ensuite de voir effectivement combien de temps ils passent, combien de temps l'enfant passe, et par rapport à ça, créer du dialogue pour pouvoir réguler en fait cette consommation. Mais je suis quasiment sûre que maintenant c'est vraiment sur tous les téléphones. Mais directement dans les applications en fait. Ouais. Sur Instagram par exemple, vous avez directement dans les paramètres la possibilité de voir combien d'heures vous avez passé. Alors je sais plus si c'est dans la semaine ou dans la journée, mais en tout cas vous avez la possibilité de voir du coup si c'est sur Instagram, ça veut dire que Facebook a exactement la même chose. Et il existe des applications pour réguler ça aussi. Je pense que le fait de mettre un contrôle parental hyper intrusif dans la pratique des jeunes n'est pas exactement ce qui est la chose la plus simple à mettre en place et la plus logique aussi, parce qu'elle est souvent incomprise et vue comme une sorte de punition, alors que d'en discuter et de raisonner par rapport à ça, et justement par rapport à ce que tu disais, de réfléchir ce temps de pratique des réseaux sociaux est plus intelligent que juste couper complètement tant que t'as pas fait tant d'heures, si tu as dépassé le temps d'heures que tu avais le droit, un peu comme ce qu'on avait nous avec la DSL où il y avait tant d'heures maximum d'internet par jour parce que sinon il n'y avait plus de crédit internet. Revenir à ce genre de choses, je suis pas certaine que ce soit vraiment l'utilisation la plus logique de ce type d'application, mais en tout cas ça existe, oui, effectivement. Et juste par rapport à ce que tu disais, ce que je trouve assez intéressant par rapport à vos usages, vous en tant que parents, c'est cet aspect que vous consommez potentiellement plus de contenu sur les réseaux que vos enfants, sans vraiment vous en rendre compte. Mais quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous allez passer beaucoup de temps sur Facebook, sur Messenger, et souvent votre temps à vous de téléphone est énorme par rapport à celui de vos enfants. Donc c'est assez intéressant de réfléchir en famille à toutes ces questions-là, ce qui nous permet d'aller directement sur la slide suivante, c'est-à-dire la numéro 20, pour faire un lien entre les pratiques parents-enfants. On va passer donc à la 21. L'idée, c'est de revenir sur les 3 extraits qu'on vous a montrés. Là, on va revenir sur l'extrait de Twitch avec Samuel Etienne. Ce
qui est intéressant sur cet extrait, c'est que c'est un live qui se passait le matin de quand il y avait Jean Castex, donc Monsieur le Premier ministre, qui venait sur la chaîne de Samuel Etienne pour discuter de sujets d'actualité, etc., etc. Vous les voyez tous les deux avec leur beau masque pendant le live. Ce qu'on voulait vous mettre en avant et qui est assez intéressant, c'est que l'arrivée de Samuel Etienne sur Twitch permet en fait un type de contenu qui n'était pas fait, à savoir la revue de presse, et de ramener donc ce qu'on appelle les médias traditionnels. Donc les médias traditionnels, c'est le journal, la radio, la télévision, et de ramener du média traditionnel dans une plateforme numérique qui est plutôt un type nouveau média. Et l'arrivée de Samuel Etienne a très très bien fonctionné, au point que des chaînes de télévision comme Arte ou France Télévisions et très bientôt TF1 ont aussi créé eux-mêmes leur chaîne Twitch dans cette optique de être partout et récupérer progressivement ce public jeune qui avait complètement disparu, enfin pas mal disparu et beaucoup réduit en tout cas, des médias traditionnels. Ce qui est intéressant aussi et qui a eu un gros retentissement, moi je dis que c'est intéressant parce que j'ai toujours ce regard un petit peu de qu'est-ce qu'on fait avec ces médias numériques et comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on recrée les codes, c'est que Samuel Etienne étant un journaliste plutôt traditionnel, le fait qu'il invite Jean Castex sur sa chaîne a fait un gros scandale parce que c'est quelqu'un qui est actuellement dans le gouvernement et du coup le fait de lui donner la parole sur quelque chose qui n'est pas directement la télévision publique ou privée ou peu importe, c'est quelque chose qui est très différent et qui est assez particulière. L'idée, par contre, c'est d'avoir vraiment cet échange entre le chat qui est plutôt jeune avec un ministre qui est un petit peu déconnecté de la jeunesse. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? J'aurais pas la réponse, mais en tout cas, voilà, ça pose des questions. Et ces adolescents et ces jeunes adultes qui ont pu réfléchir à tout ça et en discuter, c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant. Parce que c'est pas juste des jeunes qui ont dit oh là là, c'est cool, il y a Jean Castex qui est sur Twitch, mais c'est plutôt des jeunes qui se sont dit mais pourquoi Jean Castex il est sur Twitch? Est-ce que c'est vraiment bien qu'il y soit, etc., etc. Vu qu'il y a les élections qui approchent, est-ce que le fait de se rapprocher de cet électorat plutôt jeune qui va voter pour la première fois, est-ce que c'est intéressant ou pas? On voit qu'il y a quand même des remises en question de ces pratiques et pas juste une acceptation du contenu sans remise en question, quoi. Suivante. Oui, on a juste une question. Arte était déjà sur Twitch bien avant Samuel Etienne. Je crois pas, parce qu'il y a que trois lives qui sont parus pour l'instant sur la chaîne d'Arte. Le premier, c'était Jour de Play sur le jeu vidéo. Et c'est récent. Et c'est récent. Donc non, je crois que c'est assez récent le lancement de Arte sur Twitch. Après, peut-être qu'on se trompe. Mais a priori, en tout cas, le format Jour de Play qui a vraiment lancé la chaîne. Je suis sûre que c'est vraiment après Samuel Etienne. Voilà. Donc, on va passer à la slide suivante sur la vulgarisation scientifique et notamment sur YouTube. Je te laisse. Oui, parce que tout à fait, on a beaucoup donc de vidéastes qui font de la vulgarisation scientifique sur YouTube, donc comme je disais, qui après se déclinent sur d'autres plateformes. Là, vous avez donc Dr Nozman qui est plutôt spécialisé dans les sciences dures. Vraiment, ça va être de la physique, ça va être aussi pas mal de géologie. Il adore ouvrir des cailloux. Voilà, c'est super intéressant à regarder en plus. Donc Manon Bril qui va parler plutôt d'histoire, donc avec sa chaîne C'est une autre histoire. Jamy, que vous connaissez sûrement parce qu'il animait l'émission C'est pas sorcier à l'époque sur France 3 et qui justement a fait son grand retour. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était l'an dernier pendant le confinement parce qu'en fait il s'est filmé chaque jour pour donner une information de science et apporter un peu de joie dans le cœur des gens, voilà, parce qu'on était tous, on était nostalgiques et puis voilà, le premier confinement était quand même assez difficile à encaisser, donc voilà, il a lancé ce petit format qui faisait un peu sur un peu tous les réseaux sociaux et puis du coup là il a lancé sa chaîne YouTube par la même occasion et donc voilà, maintenant il crée du contenu assez régulièrement et sur TikTok aussi, tout à fait. On a Charlie Danger aussi qui va nous parler plus d'archéologie, d'histoire sur sa chaîne. Pareil, elle nous fait des TikTok comme vous avez vu tout à l'heure. On avait fait une capture d'écran de son compte. Cyrus North qui va parler plus de philosophie. Cyrus North, son cas est particulièrement intéressant parce qu'il y a une époque, il avait lancé
une chaîne qui s'appelle donc l'Anti-Sèche et qui permet en fait aux jeunes de réviser les épreuves du bac. Donc en tout cas c'était et du brevet aussi. Et c'était donc à l'époque en tout cas du bac comme il avait été pensé, parce que maintenant ça a changé, mais voilà, il y a plein de programmes qui ont changé, mais en tout cas voilà, l'idée c'était vraiment de vulgariser des concepts par exemple de philosophie pour pouvoir rendre ça de manière très accessible et surtout bien plus ludique, parce qu'au final c'est vrai que certains jeunes ont du mal à retenir des concepts philosophiques ou même du mal à les comprendre, parce que voilà, les profs ont leur méthode, mais il se trouve que peut-être expliqué différemment, on arrive mieux à comprendre. Typiquement, moi j'ai pas compris un concept, Mylène va me l'expliquer avec ses propres mots, un langage que moi je comprends, et donc forcément ça va me permettre de mieux comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Et donc c'est ce qu'a fait Cyrus. Effectivement, il y a plein de jeunes qui ont remercié Cyrus et qui considèrent que s'ils ont eu leur bac, c'est grâce à lui, parce que justement, en fait, il a pu mettre en place ce format qui a aidé pas mal de gens. Et enfin, on a Benjamin. Excusez-nous pour ces aléas du direct, on s'excuse complètement. Ça dépend aussi des petits bugs techniques, mais nous sommes toujours là pour la suite de notre échange sur notre table ronde comment créer une relation de confiance face à l'usage avec nos enfants, face à l'usage des réseaux sociaux. Nous en étions à la présentation en tout cas des plateformes et des différents usages, et nous allons notamment passer à la suite de notre conversation avec Mylène et Chérich, que je ne vous présente plus. C'est à vous la parole. Donc, on en était à Nota Bene. On en était à Nota Bene, tout à fait. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'était tout simplement que Nota Bene était un créateur de contenu spécialisé sur l'histoire en général. Et que, voilà, donc en fait, on était en train d'expliquer que tous ces vidéastes, en fait, bénéficiaient aussi de partenariats avec les différentes institutions, que ce soit le musée du Louvre, que ce soit même des ministères, pour pouvoir créer du contenu. Et donc, en fait, ils ont aussi une certaine légitimité qui leur est accordée par ces institutions qui reconnaissent en fait le travail qu'ils proposent en fait sur les réseaux sociaux, et c'est aussi en ça qu'on voit à quel point ils sont pas juste là pour nous raconter n'importe quoi, et en fait en vrai ils ont une vraie rigueur scientifique à aller chercher les infos, à aller aussi interroger d'autres professionnels du métier et du domaine, et donc c'est aussi pour ça que c'est très enrichissant. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'il y a Jamie qui est à l'intérieur des images qu'on a choisies et des vulgarisateurs qu'on voulait mettre en avant. Et Jamie, donc c'était C'est pas sorcier. Et l'utilisation actuelle des contenus sur YouTube de vulgarisation scientifique par des enseignants, on la retrouve beaucoup, et notamment dans cette optique d'illustrer par exemple un concept ou une idée qu'ils ont envie de faire passer à leurs élèves, comme on pouvait l'avoir il y a quelques dizaines d'années maintenant, avec C'est pas sorcier, qui était diffusé en VHS directement dans les salles de classe. Maintenant, on va utiliser plutôt des vidéos de vulgarisation scientifique de ces différents créateurs pour illustrer un propos, rendre quelque chose un peu plus ludique, et surtout imager beaucoup des concepts qui pourraient être compliqués à imager directement en classe pour des histoires de matériel, etc. etc. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette réutilisation de ces contenus directement en classe, qui ne sont pas là pour remplacer l'enseignant, mais plutôt pour compléter son propos et amener une autre dimension peut-être, ou un autre langage qui permettent d'être beaucoup plus accessible. Et on va passer du coup à la dernière, donc le cas Léna Situation. Pourquoi est-ce qu'on vous en a parlé? Parce que ce qu'on trouve intéressant avec Léna Situation, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est notamment elle a écrit un livre qui s'appelle Toujours plus. Et ce livre, potentiellement, vous l'avez offert à vos enfants pour un anniversaire, pour Noël, je ne sais pas. C'est un livre qui parle d'elle, de ses expériences, de sa vie, et beaucoup de comment on dit, de confiance en soi et de développement personnel. De développement personnel, c'est ça que je cherchais, merci. Et du coup, l'idée, ça va vraiment être d'aider les jeunes à prendre confiance en eux, de leur permettre de comprendre qu'ils ont de la valeur, de les amener à réfléchir en fait sur qu'est-ce qui les rend positifs, comment est-ce qu'on arrive à se créer soi-même en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été un best-seller, mais vraiment un livre qui a très 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 bien fonctionné. C'est pas juste un livre de youtubeurs, c'est un livre qui a été beaucoup offert même à des gens qui ne sont pas hyper adeptes de Léna Situation, parce que il y a ce côté qui est hyper intéressant de créer un livre qui soit vraiment
de développement personnel et que c'est quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de montrer que c'est pas uniquement une image, une vidéo sur Internet, que c'est une vraie personne derrière et que elle a aussi la capacité à aller sur d'autres supports. Et on voulait vous en parler un petit peu parce que c'est amusant de faire le lien de peut-être vous avez offert ce livre à vos enfants qui vous l'ont demandé, mais vous ne saviez pas qui était Léna Situation avant aujourd'hui. Voilà. Et enfin, pour conclure, on voulait vous parler rapidement d'une ressource qui est disponible sur Internet qui s'appelle La famille tout écran, qui est développée par le CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Donc CLEMI, C-L-E-M-I. Et vous trouverez dessus deux guides, c'est la version 1 et la version 2, qui s'appelle La famille tout écran. Vous avez d'ailleurs le lien normalement dans la barre d'infos de cette vidéo, où vous allez pouvoir trouver des petites astuces de comment mettre en place cette vie numérique au sein de votre foyer, quel échange vous pouvez avoir avec vos enfants par rapport à tout ça. Et c'est une très bonne ressource parce que c'est ludique, c'est accessible à toutes et à tous, même si vous n'avez aucune pratique numérique de base. Et c'est créé par des spécialistes de l'éducation aux médias. Et ça peut vous permettre de vraiment avoir une visibilité sans être toujours le nez sur l'écran de vos enfants et en même temps sur vos propres usages et comment est-ce qu'on réussit à lier ces usages et ceux de ses enfants. Voilà. Pour conclure, on dira que l'important en fait, c'est vraiment d'instaurer ce dialogue en fait avec les jeunes, avec vos enfants, et de tous en fait se remettre en question sur la pratique des réseaux sociaux, parce que c'est pas parce que les enfants ont plus tendance enfin, vous avez l'impression qu'ils ont plus tendance à regarder les réseaux sociaux que vous ne le faites pas non plus. Donc n'hésitez pas aussi à voilà, vous fixer des objectifs chacun et chacune au sein même de la famille, parce que c'est justement en fait en faisant ça, vraiment en faisant un effort collectif que vous pourrez vraiment avoir une relation de confiance avec les enfants, et aussi du coup ne pas non plus partir sur des a priori en disant que forcément le contenu qu'ils consomment est forcément bête. Et en fait, en même temps, c'est pas parce que c'est du divertissement que forcément c'est bête, enfin, parce que ça leur permet aussi de s'évader, de rire, surtout en ces temps si particuliers pour la vie sociale. Et donc voilà, c'est un super moyen en fait de créer du dialogue. C'est une opportunité folle de pouvoir créer du lien sur d'autres sujets. Et donc voilà, faut pas hésiter à se saisir de ces outils pour pouvoir approfondir en fait vos relations avec les plus jeunes. Voilà. On va laisser Juliette conclure. Je vais faire le petit mot de la fin pour vous remercier et peut-être nous excuser encore pour la gêne occasionnée technique. En tout cas, merci beaucoup Mylène et Chérine de nous avoir rejoints et nous avoir un petit peu transmis la base à la fois en vocabulaire et en plateforme pour qu'on puisse un petit peu mieux appréhender ces plateformes souvent pleines de clichés peut-être. Donc merci beaucoup pour votre présence, pour votre patience aussi sur cette table ronde. Les coordonnées de Mylène et Chérine seront disponibles, en tout cas leur coordonnées LinkedIn. Si vous êtes enseignant ou alors parents spécialistes et que vous avez envie d'approfondir un petit peu cet échange, ou si vous avez des questions à leur poser, elles seront ravies de vous répondre sur LinkedIn. Donc plateforme professionnelle dont nous n'avons pas parlé, mais en tout cas, on vous laisse aller directement sur cette plateforme. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.